L'odeur du charbon de bois et de l'allume-feu remplit mon jardin, alors que je retourne un autre hamburger sur le grill. Je m'appelle Max Harper, et je suis sur le point d'assister au moment où mon mariage se termine officiellement, bien que je ne le sache pas encore. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande à vous faire. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez, et appuyez sur le bouton de partage pour stimuler cette chaîne. Afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires destins déchirés. Max, chérie, pourrais-tu aller chercher plus de bière dans le garage, lance Lisa, sa voix portant cette fausse douceur, qu'elle réserve à ses représentations publiques. Ma femme, avec qui je suis marié depuis 8 ans, se tient près de notre table de jardin, entourée de sa bande habituelle de complices et de commères. Elle porte cette robe d'été rouge que je lui ai achetée pour notre anniversaire, le mois dernier, à l'époque où je pensais encore que nous avions quelque chose à célébrer. Bien sûr, réponds-je, en essuyant la sueur de mon front avec le dos de ma main. C'est une soirée de mai parfaite, dans notre quartier de banlieue de Millbrook Heights. Le genre de soirée qui devrait donner à un homme le sentiment d'être reconnaissant pour ce qu'il a construit. Au lieu de cela, j'ai l'impression de marcher dans des sables mouvants. Notre jardin est bondé, rempli des suspects habituels. Il y a Gus Martinez, mon vieil ami du lycée, qui sirote une Corona et lorgne les travers de porc, avec le dévouement d'un homme qui prend le barbecue très au sérieux. Rachel et Danica, les amis de travail de Lisa de la compagnie d'assurance, ragotent près des parterres de fleurs que j'ai plantées au printemps dernier. Madame Voss, la mère de Lisa, tient court près de la table de pique-nique, distribuant des jugements avec l'efficacité d'un juge de la Cour suprême. Mais l'invité qui retient toute mon attention, c'est Derek Rude. Mon ancien meilleur ami et partenaire commercial se tient beaucoup trop près de ma femme, sa main posée au creux de son dos, d'une manière qui me noue l'estomac. Derek arbore parfaitement ce look de promoteur immobilier chic, un polo hors de prix, des cheveux impeccablement coiffés, et un sourire capable de vendre de la glace à des Esquimaux. Il est également marié à Sandra, qui est remarquablement absente des festivités de ce soir. Max travaille tellement dur, dit Lisa au groupe, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Des journées de 16 heures, à rentrer à la maison couvert de rubans isolants et de serre-câbles. C'est comme être marié à un agent d'entretien. Les rires qui suivent résonnent comme du verre brisé dans mes oreilles. Je suis entrepreneur en électricité depuis 15 ans, j'ai bâti mon entreprise à partir de rien, et je suis foutrement doué dans ce que je fais. Mais apparemment, ce n'est plus assez impressionnant pour ma femme. Je me dirige vers le garage, la mâchoire serrée à m'en fendre les dents. L'air frais à l'intérieur m'offre un soulagement momentané, mais je peux encore entendre la conversation flotter à travers la porte ouverte. Pauvre Lisa, porte clairement la voix de Rachel. Elle mérite tellement mieux. Max est gentil, mais il est tellement ordinaire, ajoute Danica. Aucune ambition, tu vois. J'attrape un pack de 12 Bud Light dans le mini-réfrigérateur, les mains tremblantes d'une rage que je parviens à peine à contenir. Ordinaire. Voilà ce que les amis de ma femme pensent de moi. L'homme qui a payé pour la maison dans laquelle elles se tiennent, les voitures dans l'allée, et le style de vie qu'elles envient toutes. Quand je retourne sur la terrasse, la conversation a dévié, mais le mal est fait. Je peux le voir dans leurs yeux, la pitié, la condescendance, la supposition que je suis trop stupide pour remarquer ce qui se passe juste sous mon nez. Le voilà, annonce Derek avec un faux enthousiasme. L'homme de la situation. Je pose les bières plus fort que nécessaire, les bouteilles s'entrechoquant. Je ne fais que mon travail, marmonne-je. Oh, Max, rit Lisa, de ce son aigu qui me faisait autrefois sourire, mais qui me donne maintenant envie de fuir. Tu es si modeste. Parle à tout le monde de ta grosse promotion. Il n'y a pas de promotion. Il n'y a que moi, qui me tue à la tâche pour payer les factures, pendant que ma femme dépense l'argent comme s'il poussait sur les arbres. Mais je force un sourire et je joue le jeu, parce que c'est ce que je fais. Je maintiens la paix. Rien de très excitant, dis-je, en me tournant vers le grill. Juste un autre contrat. La conversation passe à autre chose, mais je surprends le regard de Derek s'attardant sur Lisa, d'une manière qui me fait bouillir le sang. Il pense que je suis aveugle, mais je vois tout. La façon dont il s'envoie des textos pendant le dîner. La façon dont Lisa a soudainement besoin de travailler tard, 3 soirs par semaine. La façon dont le mariage de Derek avec Sandra semble s'effondrer, exactement au même rythme que le mien. C'est à ce moment-là que je la remarque. La nouvelle voisine, debout près de notre clôture arrière,
qui observe le rassemblement avec des yeux curieux. Elle a probablement la fin de la vingtaine, avec des cheveux bruns courts, et ce genre de confiance en soi qui vient quand on sait exactement qui on est. Elle a emménagé à côté il y a environ un mois, mais nous ne nous sommes pas officiellement rencontrés. C'est qui? Demandai-je à Gus, en faisant un signe de tête vers la clôture. C'est Mia Chen, répond-il. Elle a acheté la maison des Morrison. Une sorte d'investisseuse immobilière, je crois. Elle a l'air plutôt sympa. Mia me surprend en train de la regarder, et me fait un signe de la main. Je lui réponds, reconnaissant de voir un visage amical dans cet océan de requins. Max. La voix de Lisa coupe mes pensées comme une lame. Viens ici, chérie. Nous parlons de toi. Je rejoins le cercle à contre-cœur, me tenant derrière la chaise de Lisa comme un chien bien dressé. Derek a maintenant son bras autour du dossier de son siège, ses doigts effleurant presque son épaule. Ce salaud n'essaie même plus de s'en cacher. Nous disions justement à quel point Lisa a de la chance, annonce Madame Voss, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui n'a jamais été contredit. Un mari si dévoué. Oh, Max est dévoué, c'est sûr, dit Lisa, en penchant la tête en arrière pour me regarder. N'est-ce pas, chérie? Tellement prévisible, tellement fiable, comme un golden retriever. D'autres rires. Je sens mon visage brûler, mais je garde une expression neutre. Des années de mariage m'ont appris à ravaler ma fierté, à encaisser les coups, et à continuer de sourire. Vous savez quel est le problème de Max, intervient Derek, sa voix portant juste assez de fausse inquiétude pour tromper la foule. Il est trop gentil, trop confiant. Dans les affaires, c'est une faiblesse. Ce n'est pas seulement dans les affaires, ajoute Lisa, les yeux brillants de malice. Max ferait n'importe quoi pour n'importe qui. Il est tellement désireux de plaire. C'est presque pathétique. Le cercle devient silencieux un instant, sentant qu'ils ont franchi une limite, mais Lisa n'a pas fini. Elle a bu 3 verres de vin, et son filtre a complètement disparu. Je veux dire, honnêtement, poursuit-elle, en faisant des gestes avec son verre. Max est tellement désespéré d'obtenir de l'approbation. Vous pourriez probablement acheter sa loyauté, avec de la petite monnaie. 100 balles et un hamburger. Et il est à vous. Le silence qui s'ensuit est assourdissant. Même Madame Voss a l'air mal à l'aise. Rachel et Danica échangent des regards, soudainement fascinés par leur verre. Gus fixe le sol, le visage rouge d'embarras. Mais une nouvelle voix vient trancher la tension. Marché conclu. Tout le monde se retourne, pour voir Mia Chen debout à la grille, une liasse de billets à la main. Elle a marché depuis son jardin, attirée par l'agitation, et a apparemment entendu chaque mot. J'ai dit, marché conclu, répète Mia, sa voix calme et factuelle. 100 balles et un hamburger. Elle compte 10 billets de 100 € tout neufs, et les claque sur la table de pique-nique. Mais je propose 1000 €, et j'offre le dîner chez Morton et sans prime. Le visage de Lisa devient livide. La foule regarde, dans un silence stupéfait. La bouche de Derek reste grande ouverte, comme un poisson. Je regarde l'argent, puis ma femme, puis cette femme qui vient de proposer de m'acheter, comme un prix dans une foire de comté, et quelque chose se brise en moi. Vous savez quoi, dis-je, d'une voix étonnamment calme. Ça m'a l'air d'être une sacrée bonne affaire. Je m'approche de Mia, et je lui tends la main. Max Harper. Je crois que vous venez d'acheter mes services. Mia me serre la main, d'une poigne ferme. Mia Chen. Ravi de faire affaire avec vous, Max. Lisa bondit sur ses pieds, sa chaise raclant contre le béton. Qu'est-ce que tu crois faire, bordel? Je me tourne pour faire face à ma femme. Et, pour la première fois depuis des années, je n'ai plus peur de sa colère. Tu m'as vendu, chérie. Elle m'a acheté. C'est le commerce. C'est ridicule, bafouille Derek. Tu ne peux pas être sérieux. Oh, je suis tout à fait sérieux, réponds-je, en empochant l'argent. Lisa a fait l'offre. Mia a accepté les conditions. Un marché est un marché. Madame Voss se lève, le visage violet d'indignation. Maxwell Harper, tu reviens ici immédiatement. Mais je marche déjà vers le portail, avec Mia derrière nous. Je peux entendre Lisa hurler, Derek jurer, et les voisins commencer à murmurer entre eux. Quelqu'un a sorti son téléphone, filmant toute la scène pour la postérité. Où allons-nous, demandai-je à Mia,
alors que nous atteignions la limite de sa propriété. Elle sourit, et c'est le premier sourire sincère que j'ai vu de toute la soirée. Eh bien, vous êtes à moi pour la nuit, n'est-ce pas? Je me disais qu'on pourrait commencer par ce dîner que j'ai promis. Ensuite, vous pourrez peut-être m'expliquer pourquoi votre femme pense que vous êtes à vendre. Je jette un coup d'œil vers mon jardin, où Lisa fait ce qui ressemble à une dépression nerveuse totale. Derek essaie de la calmer, pendant que Madame Voss agite les bras, comme si elle faisait la circulation. Tout le quartier regarde maintenant, attiré par le tumulte. Vous savez quoi, dis-je à Mia. Je crois que ça me plairait beaucoup. Alors que nous marchons vers sa voiture, j'entends Lisa crier, « Ce n'est pas fini, Max. Tu m'entends? Ce n'est pas fini. » Je souris, pour la première fois depuis des mois. Elle a raison sur un point. Ce n'est absolument pas fini, mais je ne pense pas qu'elle va aimer la façon dont cela va se terminer. Le lendemain matin arrive, avec toute la subtilité d'une masse en plein crâne. Je me réveille sur le canapé de Mia, tout habillé, avec le pire mal de tête que j'ai eu depuis l'université. Les événements de la veille me reviennent en mémoire, dans des détails vifs et embarrassants. Bonjour, rayon de soleil. Mia apparaît dans l'encadrement de la porte, tenant 2 tasses de café. Elle est déjà habillée pour la journée, en jean sombre et chemisier blanc, ayant l'air bien plus sereine que je ne le ressens. Dites-moi, s'il vous plaît, que la nuit dernière n'était qu'un rêve vraiment bizarre, gémis-je, en acceptant le café avec gratitude. J'ai bien peur que non. Votre femme vous a mis en vente. Je vous ai acheté, et ensuite nous avons passé un très bon dîner chez Morton S, où vous m'avez raconté toute l'histoire de votre vie. Elle s'installe dans le fauteuil en face de moi. Oh, et vous voudrez peut-être vérifier votre téléphone. Il n'a pas arrêté de vibrer de toute la matinée. Je cherche mon téléphone à tâtons, sur la table basse. 17 appels manqués de Lisa, 43 messages textes, et 12 messages vocaux. L'aperçu du premier texto me noue l'estomac. Rentre à la maison tout de suite, ou j'appelle la police. Elle prend la chose plutôt bien, marmonnai-je. Il y a pire. Vérifier Facebook. J'ouvre l'application, les doigts tremblants. La première chose que je vois, c'est une vidéo publiée par Rachel, avec la légende « Drame au barbecue des Harper hier soir ». Vous ne croirez jamais ce qui s'est passé. La vidéo a été partagée 47 fois, et compte plus de 200 commentaires. D'où Jésus, murmurai-je, en me regardant serrer la main de Mia, pendant que Lisa hurle en arrière-plan. C'est partout. Ça devient encore meilleur. Votre belle-mère a publié sa propre version, il y a environ 1 heure. Quelque chose à propos de la décadence morale du mariage moderne, et du fait que je suis une traînée briseuse de ménage. Je fais défiler l'écran vers le bas, pour trouver la publication de Madame Voss, qui est exactement aussi dramatique que Mia l'a décrite. La section des commentaires est un véritable champ de bataille, mêlant les potins du quartier et l'indignation morale. Je suis foutu, dis-je, en laissant tomber ma tête entre mes mains. Mon entreprise, ma réputation, tout. Peut-être. Ou peut-être que c'est exactement ce dont vous aviez besoin. Mia se penche en avant, l'expression sérieuse. Max, puis-je vous demander quelque chose? Depuis combien de temps votre femme vous trompe-t-elle? La question me frappe, comme un coup physique. Qu'est-ce qui vous fait penser? La façon dont elle et Derek se tournaient autour, la nuit dernière. La façon dont elle parlait de vous, comme si vous n'étiez même pas là. Le fait qu'elle se soit sentie à l'aise pour vous humilier, devant une douzaine de personnes. La voix de Mia est douce, mais ferme. Il ne s'agissait pas de vous vendre pour 100 balles. Il s'agissait de vous faire paraître pathétique, pour qu'elle puisse justifier tout ce qu'elle fait dans votre dos. Je fixe mon café, incapable de croiser son regard. 6 mois, finis-je par admettre. Peut-être plus. J'ai trouvé des textos sur son téléphone, mais elle a dit qu'ils étaient juste amis. Je voulais la croire. Derek est marié, lui aussi, n'est-ce pas? Ouais. Sandra est une femme bien. Elle ne mérite pas ça. Vous non plus. Mia se lève, et se dirige vers la fenêtre. Écoutez, je sais que nous venons tout juste de nous rencontrer, mais j'observe ce quartier depuis un moment, maintenant. J'en sais plus sur ce qui se passe, que vous ne pourriez le penser. Que voulez-vous dire? Avant qu'elle ne puisse répondre, mon téléphone sonne. C'est Gus. Max, Dieu merci,
grésille sa voix à travers le haut-parleur. Où es-tu, bordel? Lisa a appelé tout le monde pour te chercher. Elle a complètement perdu la tête. Je vais bien, Gus. Je suis chez Mia. La voisine? Mec, à quoi as-tu pensé? Lisa parle de te faire arrêter pour abandon, ou une autre folie du genre. Elle ne peut pas me faire arrêter, pour avoir quitté ma propre fête. Peut-être pas, mais elle fait beaucoup de bruit à ce sujet. Derek est là depuis 7 heures ce matin, essayant de la calmer. Ils disent que tu as fait une sorte de dépression. Je sens ma colère s'enflammer à nouveau. Une dépression? J'ai fait une dépression? Écoute, mec. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous deux, mais tu devrais peut-être rentrer à la maison. Régler ça comme des adultes. Ouais, peut-être que je devrais. Je surprends Mia en train de m'observer, les sourcils haussés. Merci, Gus. Je serai bientôt là. Je raccroche, et je commence à chercher mes chaussures. Je dois aller régler ça. Max, attendez. La voix de Mia m'arrête net. Avant de rentrer à la maison, pour vous excuser d'avoir embarrassé votre femme infidèle, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Elle disparaît dans une autre pièce, et revient avec une chemise cartonnée. Je vous ai dit que j'étais une investisseuse immobilière. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est que je me spécialise dans les propriétés en difficulté, et les situations de propriété complexes. Elle me tend le dossier. À l'intérieur se trouvent des registres de propriété, des documents fiscaux, et ce qui semble être un acte de propriété. Votre maison, explique-t-elle. Celle où vous vivez depuis 8 ans. Elle n'est pas à vos deux noms, n'est-ce pas? Je parcours les documents, le cœur battant à tout rompre. Non, c'était la maison de mon grand-père. Il me l'a laissée à sa mort, juste avant que Lisa et moi nous marions. Nous n'avons jamais pris la peine d'ajouter son nom sur l'acte. Un homme intelligent, votre grand-père. Selon ces registres, Lisa n'a aucun droit légal sur la propriété. Pareil pour votre entreprise. C'est une entreprise individuelle, enregistrée uniquement à votre nom. Comment avez-vous obtenu tout ça? Ce sont des registres publics. N'importe qui peut y accéder, s'il sait où chercher. Elle s'assoit à côté de moi. Max, votre femme ne possède rien. La maison, l'entreprise, même les voitures, tout est à votre nom. Si elle veut jouer dur, vous avez plus de munitions qu'elle. Je fixe les documents, l'esprit bouillonnant. Mais nous sommes mariés. N'obtient-elle pas la moitié de tout, automatiquement? Pas dans un divorce pour faute. Pas quand il y a des preuves d'adultère. Mia sort son téléphone, et me montre une photo. Et surtout pas, quand il y a des preuves photographiques. L'image sur son écran me glace le sang. Ce sont Derek et Lisa, dans la voiture de Derek, garée derrière le Walmart de la rue Elm. Ils s'embrassent, et la main de Lisa est clairement visible sur la poitrine de Derek. L'horodatage indique qu'elle a été prise il y a 3 jours. Vous les avez suivis? Je les ai documentés. Il y a une différence. Mia fait défiler d'autres photos. Max, je dois vous dire quelque chose. Je ne suis pas seulement une investisseuse immobilière. Je suis aussi une détective privée agréée. Sandra Rudd m'a embauchée, il y a 2 mois, pour enquêter sur son mari. La pièce tourne autour de moi. Sandra sait. Elle s'en doutait. Maintenant, elle a des preuves. La question est, qu'allez-vous faire de ces informations? Je regarde les photos, les registres de propriété, les preuves de la trahison de ma femme étalées comme un dossier juridique. Pendant 8 ans, j'ai été le mari arrangeant, celui qui maintient la paix, qui ravale sa fierté pour éviter les conflits. Mais en regardant ces documents, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Je vais rentrer à la maison, dis-je finalement. Et je vais avoir une conversation avec ma femme. Êtes-vous sûr d'être prêt pour ça? Je me lève, et je redresse les épaules. Mia, la nuit dernière, vous m'avez acheté pour 1000 €. Je crois qu'il est temps que je découvre ce que je vaux réellement. Le trajet pour rentrer chez moi prend exactement 7 minutes, mais il semble durer toute une vie. Je peux voir Lisa faire les 100 pas dans le jardin, avant même de tourner dans l'allée. Elle est toujours en pyjama, les cheveux en bataille, avec l'air de quelqu'un qui n'a pas dormi. Le Range Rover de Derek est garé dans la rue,
et je peux le voir à travers la fenêtre du salon. Je me gare dans le garage, et je prends une profonde inspiration. Le dossier repose sur le siège passager, comme une arme chargée. Il est temps de découvrir, si j'ai le courage de m'en servir. Lisa m'accueille à la porte, le visage masqué par la fureur et les larmes. Où étais-tu passé, bordel? J'étais morte d'inquiétude. Vraiment? Je la bouscule pour entrer dans la maison. Parce que de là où je me tiens, on dirait que tu étais très bien accompagné. Derek émerge du salon, essayant d'avoir l'air concerné. Max, mon vieux, il faut qu'on parle. Lisa était hors d'elle. Je parie qu'elle l'était. Je pose le dossier sur le comptoir de la cuisine, et je me tourne pour leur faire face à tous les deux. Alors, c'est quoi l'histoire? Je fais une dépression, une crise de la quarantaine, ou est-ce que je vois enfin les choses clairement, pour la première fois depuis des années? Max, chérie, tu me fais peur, dit Lisa, en tendant la main vers mon bras. La nuit dernière, c'était juste une blague. Je ne le pensais pas du tout. Je me dégage de son contact. Une blague? Tu m'as vendu à une inconnue, pour 100 balles, devant tout notre quartier, et c'était une blague. Tu sais comment je deviens, quand j'ai bu. Ouais, je sais. Tu deviens honnête. J'ouvre le dossier, et j'étale les photos sur le comptoir. En parlant d'être honnête, tu veux bien m'expliquer ça? Le silence qui s'ensuit est assourdissant. Le visage de Lisa devient blême, alors qu'elle fixe les images. Derek recule d'un pas, sa façade confiante se fissurant. Max, je peux tout expliquer, commence Lisa. Ah oui? Parce que de là où je suis assis, ça m'a l'air assez explicite. Je prends l'une des photos, celle où la main de Derek est clairement visible, sous le chemisier de Lisa. Ça a été pris mardi après-midi. Tu m'avais dit que tu étais à une conférence de travail. Derek retrouve sa voix. Écoute, mec, ce n'est pas ce que tu crois. Vraiment? Parce qu'on dirait bien que tu sautes ma femme, sur le parking derrière Walmart. Ce qui, soit dit en passant, est probablement la chose la plus classe, que vous ayez faite l'un et l'autre depuis des mois. Lisa commence à pleurer, mais ce sont des larmes de colère, pas de remords. Tu m'as fait suivre? Quel genre de salaud malade engage un détective privé pour espionner sa propre femme? Le genre qui en a marre, de passer pour un imbécile. Je rassemble les photos, et je les remets dans le dossier. Le genre qui a fini de faire semblant, de ne pas savoir ce qui se passe. Alors, et maintenant, exige Derek. Tu vas nous faire chanter? Menacé de montrer ça à Sandra. Je souris, et ce doit être un sourire glacial, car Derek tressaille carrément. Derek. Sandra a déjà des copies. C'est elle qui a engagé le détective. La couleur quitte le visage de Derek. Tu mens. Vraiment? Pourquoi tu ne l'appelles pas, pour le découvrir? Derek cherche son téléphone, les mains tremblantes. Lisa s'effondre sur une chaise de la cuisine, la tête entre les mains. Il y a autre chose, je continue, en sortant les registres de propriété. Lisa, chérie, tu te souviens quand nous nous sommes mariés, et que tu as dit que nous devrions mettre la maison à nos deux noms? Tu te souviens comme je repoussais toujours l'échéance? Elle lève les yeux, rouge et gonflée. De quoi parles-tu? Je parle du fait que tu ne possèdes pas cette maison. Tu ne possèdes pas mon entreprise. Tu ne possèdes absolument rien. J'étale les documents sur le comptoir, à côté des photos. Cette maison m'appartient. Elle est dans ma famille depuis 3 générations. Tu n'es qu'une locataire, qui a abusé de l'hospitalité. Lisa bondit sur ses pieds. Tu ne peux pas me jeter dehors. Je suis ta femme. Vraiment? Parce que les épouses ne vendent généralement pas leur mari, à des inconnus. Et elles ne baissent généralement pas non plus les meilleurs amis de leur mari, sur des parkings. L'appel téléphonique de Derek à Sandra n'a pas dû bien se passer, car il est maintenant affalé contre le mur, avec l'air d'être sur le point de vomir. Qu'est-ce que tu veux? Demande Lisa, la voix à peine un murmure. Je veux que tu partes, vous deux. Aujourd'hui. Max, s'il te plaît. Tu as jusqu'à 18h pour faire tes affaires, et partir. Après ça, j'appelle la police, et je vous fais arrêter pour violation de domicile. Tu ne peux pas faire ça. En fait, je peux. C'est ma maison, et je veux que tu en sortes. Derek se repousse du mur.
c'est de la folie, Max. Tu détruis tout pour quelques photos. Quelques photos? Je ris, mais il n'y a aucune joie là-dedans. Derek, tu prévois de me voler mon entreprise depuis des mois. Tu crois que je ne suis pas au courant, pour tes réunions avec mes clients? Pour les promesses que tu as faites, de casser les prix de mes contrats. Son visage pâlit. Comment as-tu? Je sais tout. La liaison, le sabotage de l'entreprise, tout. La seule chose que je ne sais pas, c'est pourquoi tu as pensé que j'étais trop stupide pour le comprendre. La porte d'entrée s'ouvre, et Madame Voss entre sans frapper. Elle jette un coup d'œil aux photos éparpillées sur le comptoir, et s'arrête net. Oh mon Dieu, murmure-t-elle. Lisa, qu'as-tu fait? Lisa commence à pleurer de plus belle. Maman, je peux expliquer. Vraiment? Tu peux expliquer pourquoi tu trompes ton mari? Tu peux expliquer pourquoi tu l'as humilié, devant tout le quartier. Madame Voss ramasse l'une des photographies, les mains tremblantes. C'est pour ça que tu as quitté ton mariage? C'est pour ça que tu as jeté 8 années par la fenêtre? Ce n'est pas si simple. C'est exactement si simple. Madame Voss jette la photo avec dégoût. Je t'ai mieux élevé que ça, Lisa Marie. Je t'ai élevé pour honorer tes engagements, pas pour agir en cachette, comme une vulgaire. Derek se dirige doucement vers la porte. Je ferais mieux d'y aller. Oui, tu devrais, j'approuve. Et Derek, si je te revois près de ma propriété, je te fais arrêter. Il ne discute pas, il attrape juste ses clés, et s'enfuit comme le lâche qu'il est. Madame Voss se tourne vers moi. Son expression est un mélange de honte et de détermination. Max, je te dois des excuses. J'aurais dû voir ce qui se passait. J'aurais dû arrêter ça. Ce n'est pas votre faute, Madame Voss. Vraiment? Je l'ai encouragée à penser qu'elle méritait mieux. Je lui ai dit que tu n'étais pas assez ambitieux, pas assez brillant. Elle regarde sa fille avec dégoût. Mais je ne lui ai jamais dit de détruire son mariage pour autant. Lisa lève les yeux vers sa mère, les larmes coulant sur son visage. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Juste, ne fais pas ça. Madame Voss se dirige vers la porte. Tu as fait ton choix, Lisa. Maintenant, il va falloir vivre avec. Après son départ, la maison retombe dans le silence, à l'exception des sanglots étouffés de Lisa. Je regarde ma femme, ma future ex-femme, et je ne ressens rien d'autre que de l'épuisement. Pourquoi, demandai-je. Pourquoi n'étais-je pas suffisant? Elle lève les yeux vers moi et, pendant un instant, je vois un éclair de la femme que j'ai épousée. Je ne sais pas, murmure-t-elle. Je ne sais vraiment pas, c'est la première chose honnête qu'elle me dit depuis des mois. 18 heures. Lisa, ne rends pas ça plus difficile que ça ne doit l'être. Je la laisse assise à la table de la cuisine, et je sors. Le quartier est calme, mais je peux voir des rideaux frémir aux fenêtres, tout le long de la rue. D'ici demain, tout le monde connaîtra toute l'histoire. Mon téléphone vibre. Un texto de Mia. Comment ça s'est passé? Je tape en retour, mieux que prévu. Tu veux qu'on aille déjeuner? Sa réponse arrive immédiatement, c'est toi qui régales. Tu peux te le permettre, maintenant. Malgré tout, je me surprends à sourire. Elle a raison. Pour la première fois depuis des années, je peux m'offrir ce que je veux, parce que je sais enfin ce que je vaux. Et c'est sacrément plus que 100 balles et un hamburger. 3 semaines plus tard, je fais la queue à la caisse de Home Depot, quand je vois le visage de Derek me fixer, depuis le journal local. Le gros titre indique « Un promoteur local inculpé pour fraude, dans un montage immobilier ». J'achète le journal en même temps que mes fournitures électriques, et je lis l'article dans mon camion. Selon le rapport, Derek a mis en place une arnaque sophistiquée, impliquant des valeurs immobilières gonflées, et des pots de vin versés par des entrepreneurs. L'enquête a commencé quand Sandra Rudd a fourni des preuves au bureau du procureur. Mon nom n'est pas mentionné, mais je sais que les photos de Mia ont joué un rôle dans la décision de Sandra de coopérer avec les autorités. Mon téléphone sonne, alors que je termine l'article. C'est Gus. Max, tu as vu les nouvelles sur Derek? Je suis en train de le lire. On dirait qu'il a de gros ennuis. 23 chefs d'inculpation pour fraude, complot et évasion fiscale. On dit qu'il risque 15 ans. Gus fait une pause. Il y a autre chose.
Lisa m'a appelé ce matin. Je pose le journal. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle est fauchée, mec. Apparemment, Derek subvenait à ses besoins. Et maintenant qu'il a été arrêté, elle n'a plus rien. Elle vit dans ce motel de long séjour, sur la route 9. Ce n'est plus mon problème. Je sais, mais elle avait l'air désespérée. Elle m'a demandé si je pensais que tu pourrais la reprendre. Je ris, mais il n'y a aucune joie là-dedans. La reprendre, après tout ce qu'elle a fait. Écoute, je ne dis pas que tu devrais. Je te dis juste ce qu'elle m'a dit. Elle affirme qu'elle a fait une erreur, que Derek l'a manipulée. Toutes ces conneries. Derek ne l'a pas manipulée, pour qu'elle me vende pour 100 balles devant nos voisins. Ça, c'était 100% Lisa. C'est pas faux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Lisa a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec. Après avoir raccroché, je roule jusqu'à la maison de Mia. Elle est devenue ma meilleure amie au cours des 3 dernières semaines, m'aidant à naviguer dans la procédure de divorce, et dans les conséquences de l'arrestation de Derek. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point j'allais dépendre de son point de vue sur tout. Je la trouve dans son jardin, travaillant dans un potager qui n'existait pas quand elle a emménagé. Elle a transformé l'espace en quelque chose qui semble tout droit sorti d'un magazine, avec des plates-bandes surélevées, et un chemin de pierre. Beau travail, dis-je, admirant les rangées soignées de légumes. Merci. J'aime avoir quelque chose à entretenir. Elle essuie la terre de ses mains avec une serviette. Vous avez l'air contrarié. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui parle de l'article de journal, et de l'appel téléphonique de Gus. Elle écoute sans m'interrompre, son expression devenant plus sérieuse à chaque détail. Elle veut vous récupérer, conclut Mia, quand j'ai fini. Apparemment. Non pas que ça ait de l'importance. J'en ai fini avec Lisa. Vraiment? Parce que vous avez l'air d'un homme, qui a des doutes. Je la regarde avec surprise. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre posture, le ton de votre voix quand vous dites qu'elle est fauchée et désespérée. Une part de vous se sent toujours responsable d'elle. Elle a raison. Et ça m'agace. Peut-être bien. Nous avons été mariés pendant 8 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose. Vraiment? Max, votre femme ne vous a pas seulement trompé. Elle vous a humilié publiquement, a essayé de détruire votre entreprise, et n'a montré absolument aucun remords, jusqu'à ce qu'elle se fasse attraper. Maintenant que son petit ami risque la prison, et qu'elle n'a plus d'argent. Elle veut soudainement se réconcilier. Quand vous le dites comme ça. C'est exactement comme ça que ça se passe. Lisa ne veut pas de vous parce qu'elle vous aime, ou parce qu'elle est désolée. Elle veut de vous, parce que vous êtes sa seule option restante. Je sais qu'elle a raison, mais l'entendre énoncer si crûment fait quand même mal. Alors, qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Je pense que vous devriez faire très attention. Les personnes désespérées font des choses désespérées, et votre ex-femme me donne l'impression d'être quelqu'un, qui a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut. Comme invoqué par notre conversation, mon téléphone vibre. Un texto de Lisa. Max, s'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. C'est important. Je montre le message à Mia, qui fronce les sourcils. Ne le faites pas, dit-elle immédiatement. Ne pas faire quoi? Ne la rappelez pas. N'engagez aucun dialogue avec elle. Laissez votre avocate s'occuper de tout à partir de maintenant. Je devrais peut-être écouter ce qu'elle a à dire. Max. La voix de Mia est assez tranchante pour couper du verre. Qu'est-ce que je viens juste de vous dire, sur les personnes désespérées? Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne. C'est Lisa. Ne répondez pas, prévient Mia. Mais j'ai déjà fait glisser mon doigt pour accepter l'appel. Allô, Lisa. Max, Dieu merci. J'essaie de te joindre depuis des jours. Sa voix est différente, plus petite, plus fragile que dans mes souvenirs. Pouvons-nous nous retrouver quelque part? J'ai vraiment besoin de te parler. Nous n'avons rien à nous dire. Mon avocate s'occupe du divorce. S'il te plaît, Max. Juste 5 minutes. Il y a des choses que tu ne comprends pas à propos de Derek, à propos de ce qui s'est réellement passé. Mia secoue vigoureusement la tête, faisant des gestes de coupe à travers sa gorge.
Quelle chose, demandai-je malgré moi. Pas au téléphone. Tu peux me rejoindre au Murphy's dîner? Celui sur la rue Elm, où nous avions l'habitude d'aller. Le Murphy's dîner. Là où nous avons eu notre premier rendez-vous, il y a 9 ans. Elle joue la carte de la nostalgie. Et je déteste le fait que ça marche. D'accord, 1 heure. Mais ça ne change rien, Lisa. Merci, Max. Tu ne le regretteras pas, je raccroche, et je regrette immédiatement ma décision. Mia me regarde avec un mélange de déception et d'inquiétude. Vous faites une erreur, dit-elle. Probablement. Mais j'ai besoin d'entendre ce qu'elle a à dire. J'ai besoin de tourner la page. On tourne la page quand on signe les papiers du divorce. Ça, c'est tout autre chose. Peut-être, mais j'y vais quand même. Mia soupire, et attrape ses clés de voiture. Alors je viens avec vous. Ce n'est pas nécessaire. Max. Il y a 3 semaines, votre femme vous a vendu à une inconnue pour 100 €. Hier, son petit ami s'est fait arrêter pour fraude. Aujourd'hui, elle veut vous rencontrer, à l'endroit où vous avez eu votre premier rendez-vous. La voix de Mia est patiente, mais ferme. Si vous pensez que c'est une coïncidence, c'est que vous n'êtes pas aussi intelligent que je le croyais. Le Murphy's dîner a exactement la même apparence qu'il y a 9 ans, des banquettes en vinyle rouge, un sol en damier, et une odeur de café qui semble infuser depuis l'administration Carter. Lisa est déjà là quand nous arrivons, assise dans une banquette d'angle, le dos au mur. Elle a l'air terrible, maigre, pâle, avec des cernes sous les yeux que le maquillage n'arrive pas tout à fait à cacher. Elle commence à sourire quand elle me voit, mais l'expression meurt quand Mia entre derrière moi. Qu'est-ce qu'elle fait ici, exige Lisa. Mia est mon amie. Elle reste. Je me glisse dans la banquette en face de Lisa, tandis que Mia prend la place à côté de moi. C'est une conversation privée, entre mari et femme. Futur ex-mari et ex-femme, je corrige. Et plus rien de ce que nous disons n'est privé. Tu as renoncé à ce droit, quand tu as commencé à coucher avec Derek. Lisa tressaille, comme si je l'avais giflé. Max, s'il te plaît. Tu ne comprends pas ce qui s'est réellement passé. Alors explique-le-moi. Elle jette un regard nerveux à Mia, puis revient vers moi. Derek m'a dit que tu prévoyais de me quitter. Il a dit que tu parlais à des avocats, que tu allais divorcer, et me laisser sans rien. C'est un mensonge. Je le sais maintenant, mais à l'époque, je l'ai cru. Il a dit que la seule façon de me protéger, c'était de documenter ton instabilité. L'alcool, les sautes d'humeur, la façon dont tu entrais dans des rages folles pour un rien. Je ne bois pas excessivement. Je n'ai pas de sautes d'humeur. Et je n'ai jamais haussé la voix contre toi une seule fois, en 8 ans de mariage. Ce n'est pas comme ça que Derek a dit que ça paraîtrait au tribunal. Il a dit que n'importe quel juge verrait un schéma de violence. De la violence? Je suis debout, avant même de réaliser que je bouge. Tu m'accuses de violence? Asseyez-vous, Max, dit doucement Mia. C'est exactement ce qu'elle veut. Je me force à me rasseoir dans la banquette, les mains tremblantes de rage. Continue. Les yeux de Lisa brillent de larmes non versées. Derek a dit que si je pouvais prouver que tu étais instable, j'obtiendrais tout dans le divorce, la maison, l'entreprise, une pension alimentaire. Il a dit qu'il m'aiderait à recommencer à zéro. Alors, tu as décidé de m'humilier devant nos voisins. Le barbecue était l'idée de Derek. Il a dit que si je pouvais te faire perdre ton sang-froid en public, nous aurions des témoins de ton comportement violent. Sauf que je n'ai pas perdu mon sang-froid. Je suis parti avec Mia, ce qui ne faisait pas partie du plan. Lisa jette un regard plein de haine à Mia. Derek était furieux. Il a dit que tu nous avais tous les deux fait passer pour des imbéciles. Mon Dieu, Max, tu ne vois pas? Derek nous a utilisés tous les deux. Il m'a convaincu que tu prévoyais de me quitter, et il t'a convaincu que j'étais cette personne terrible, qui ne t'aimait pas. Mia se penche en avant. Êtes-vous sérieusement en train d'affirmer que Derek vous a forcé à tromper votre mari? Ça ne devait pas aller aussi loin. Derek a dit que nous devions juste être vus ensemble, pour établir que j'avais des options. Mais ensuite, une chose en a entraîné une autre. Une chose en a entraîné une autre, je répète. C'est ton excuse pour avoir détruit notre mariage. J'ai fait des erreurs, Max.
de terribles erreurs. Mais j'étais effrayée et confuse. Et Derek a profité de ça. Derek n'a pas pris ses photos tout seul, Lisa. Derek ne t'a pas obligé à te moquer de moi, devant nos amis. Derek ne t'a pas obligé à me traiter, comme si je ne valais rien. Tu as raison. Tu as absolument raison. Et je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Les larmes coulent librement maintenant. Mais Max, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Ne pouvons-nous pas essayer d'arranger ça? Je regarde ma femme, ma future ex-femme, et j'essaie de trouver une trace de la femme que j'ai épousée. Mais tout ce que je vois, c'est du désespoir et de la manipulation. Non, dis-je enfin. Nous ne le pouvons pas, Max, s'il te plaît. Lisa, même si je croyais que Derek t'avait manipulé, ce qui n'est pas le cas, ça ne change rien à ce que tu as fait. Ça ne change rien à la façon dont tu m'as traité. Je peux changer. Je peux être meilleur. Peut-être que tu le peux, mais pas avec moi. Le visage de Lisa se crispe. Alors c'est ça? 8 ans de mariage, et tu jettes tout à la poubelle? Je ne jette rien à la poubelle. Tu l'as déjà fait. Elle regarde Mia avec un pur venin. C'est de ta faute. Tu l'as monté contre moi. En fait, répond calmement Mia, vous avez fait ça toute seule. Lisa se lève brusquement, sa chaise raclant le sol. Très bien. Mais ne viens pas pleurer, quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je sais déjà ce que j'ai perdu, dis-je. La question est de savoir, si ça valait la peine de le perdre. Elle sort du restaurant en trombe, nous laissant Mia et moi seuls dans la banquette. Les autres clients nous dévisagent, mais je m'en fiche. Ma réputation est déjà foutue. Comment vous sentez-vous, demande Mia. Soulagée, principalement. Et un peu triste. La partie triste va passer. Vraiment? Max, vous venez de regarder votre ex-femme essayer de vous manipuler, pour que vous la repreniez, en affirmant qu'elle était la vraie victime de votre mariage. Elle n'a montré aucun remords sincère, n'a pris aucune véritable responsabilité, et a blâmé tout le monde sauf elle-même. Pour les choix qu'elle a faits. Mia termine son café. Si vous n'êtes pas soulagé d'en avoir fini avec ça, alors vous êtes un homme meilleur que la plupart. Ou un homme plus stupide. Non, définitivement pas plus stupide. Nous marchons vers nos voitures, quand mon téléphone sonne. C'est encore Gus. Max, il faut que tu rentres à la maison tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Lisa est chez toi. Elle est avec un serrurier, et elle essaie de forcer l'entrée. Je regarde Mia, qui se dirige déjà vers sa voiture. Nous sommes en route, dis-je à Gus. Quoi que tu fasses, ne la laisse pas entrer. J'essaie, mec. Mais elle prétend qu'elle a le droit d'être là. Elle fait un scandale pas possible. 5 minutes, Gus. Garde-la juste dehors pendant 5 minutes. Je n'ai jamais conduit aussi vite pour rentrer chez moi. Quand nous tournons dans ma rue, je peux voir la foule rassemblée dans mon jardin. Lisa hurle sur un serrurier qui a l'air confus, pendant que Gus essaie de la calmer. Plusieurs voisins filment toute la scène avec leur téléphone. Je me gare dans l'allée, et je sors du camion. Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Lisa se retourne brusquement, le visage rouge de colère et d'effort. Je viens chercher mes affaires. Tu ne peux pas m'empêcher d'entrer dans ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, Lisa. Nous en avons déjà parlé. J'ai des droits. Je suis toujours ta femme. Plus pour très longtemps. Je me tourne vers le serrurier, qui a l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Monsieur, je suis le propriétaire. Je n'ai pas autorisé ce travail. Elle a dit qu'elle était enfermée dehors. Elle n'habite plus ici. Elle n'a aucun droit légal d'entrer dans cette propriété. Le serrurier regarde entre Lisa et moi, clairement dépassé par les événements. Écoutez, je ne veux pas être impliqué dans une dispute conjugale. Ce n'est pas une dispute conjugale, dis-je fermement. C'est une affaire de violation de domicile. Cette femme ne vit pas ici, et elle n'a pas l'autorisation d'entrer chez moi. La voix de Lisa monte d'un cran, jusqu'à devenir un hurlement. Tu ne peux pas me faire ça, Max. Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est plus mon problème. S'il te plaît, je t'en supplie.
Laisse-moi juste rester jusqu'à ce que je trouve une solution. Le désespoir dans sa voix est réel. Et malgré tout, je ressens une pointe de pitié. Mais ensuite, je me souviens du barbecue, des photos, de la rencontre au restaurant. Et la pitié se durcit en détermination. Non, Lisa. Trouve un autre endroit. Elle me fixe pendant un long moment, et je peux voir l'instant exact où le désespoir se transforme en rage. Très bien, hurle-t-elle. Mais ce n'est pas fini, Max. Tu crois que tu as gagné, mais ce n'est pas le cas. Je te ferai payer pour ça. Elle part en trombe vers une Honda Civic cabossée, garée dans la rue. Apparemment, le Range Rover de Derek n'est plus à sa disposition. Le serrurier remballe ses outils, et part sans un mot de plus. Les voisins commencent à se disperser, mais je peux les entendre chuchoter entre eux. Gus s'approche, secouant la tête. Mec, elle a vraiment perdu les pédales. Ouais, c'est vrai. Tu es sûr de faire le bon choix? Je veux dire, elle avait l'air vraiment désespérée. Je regarde mon ami, cet homme qui me connaît depuis 20 ans, et je réalise que même lui ne comprend pas pleinement ce que Lisa m'a fait subir. Gus, laisse-moi te demander quelque chose. Si ta femme te vendait à un inconnu pour 100 balles, te trompait avec ton meilleur ami, et essayait de détruire ton entreprise, la reprendrais-tu, juste parce qu'elle est désespérée? Il réfléchit un instant. Quand tu le présentes comme ça. Non, je suppose que non. Alors tu comprends pourquoi je ne peux pas l'aider. Après le départ de Gus, Mia et moi nous asseyons sur le porche de ma maison, regardant le soleil se coucher sur le quartier. La rue est calme maintenant, mais je peux toujours sentir les regards nous observer, derrière les rideaux. Elle ne va pas abandonner, dit Mia. Je sais. Elle va essayer de faire de ma vie un enfer. Probablement. Êtes-vous prêt pour ça? Je réfléchis longuement à la question. Il y a 3 semaines, j'étais un homme qui évitait les conflits à tout prix, qui ravalait sa fierté pour maintenir la paix. Mais cet homme a disparu, remplacé par quelqu'un que j'apprends encore à connaître. Ouais, dis-je finalement. Je pense que je le suis. Mia sourit. Bien. Parce que j'ai le sentiment que les choses sont sur le point de devenir intéressantes. Elle a raison, bien sûr. Mais ce qu'aucun de nous deux ne réalise, c'est à quel point les choses vont réellement devenir intéressantes. Le premier signe de problème apparaît un mardi matin, lorsque j'arrive à mon bureau, pour y trouver 2 policiers qui m'attendent. L'inspectrice Martinez, une femme trapue dans la quarantaine, et l'officier Johnson, un jeune gars qui a l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Monsieur Harper, nous devons vous poser quelques questions au sujet de votre femme. Ex-femme, je corrige automatiquement. De quoi s'agit-il? Lisa Harper a déposé une plainte hier, alléguant des violences domestiques et des abus financiers. Elle affirme que vous l'avez menacée, et que vous lui avez coupé l'accès aux biens matrimoniaux. Je sens mon estomac se nouer. C'est complètement faux. Nous aimerions entendre votre version des faits. Pouvons-nous parler à l'intérieur? Mon bureau est un petit espace au-dessus de la quincaillerie Murphy S. Rien de luxueux, mais fonctionnel. Je propose un café aux officiers, qu'ils déclinent, et nous nous installons autour de mon bureau. Madame Harper affirme que vous avez été physiquement et émotionnellement violent, tout au long de votre mariage, commence l'inspectrice Martinez en consultant ses notes. Elle dit que la violence s'est intensifiée récemment, culminant avec le fait que vous l'ayez jetée hors de la maison, et menacée de violence si elle y retournait. Rien de tout cela n'est vrai. Je n'ai jamais levé la main sur Lisa, et je ne l'ai jamais menacée. Elle affirme également que vous avez caché des biens matrimoniaux, et que vous essayez de la laisser sans ressources. La maison et l'entreprise sont à mon nom uniquement. Ce n'ont jamais été des biens matrimoniaux. L'officier Johnson prend la parole pour la première fois. Monsieur, pouvez-vous rendre compte de vos allées et venues hier soir, entre 18h et 21h? Hier soir, j'étais à la maison, à travailler sur des plans électriques. Pourquoi? Les officiers échangent un regard. La chambre de motel de Madame Harper a été cambriolée, la nuit dernière. Quelqu'un a saccagé l'endroit, et a laissé un mot de menace. Mon sang se glace. Êtes-vous sérieusement en train de suggérer que j'ai cambriolé la chambre de motel de Lisa? Nous étudions toutes les pistes, dit diplomatiquement l'inspectrice Martinez. Avez-vous quelqu'un qui peut vérifier vos allées et venues? En fait, oui. Mia Chen était là,
pour m'aider à examiner des documents. Elle peut confirmer que je n'ai jamais quitté la maison. Nous aurons besoin de lui parler. Après le départ de la police, j'appelle mon avocate, Janet Dewitt. C'est une femme brillante dans la cinquantaine, spécialisée dans les affaires de divorce, et elle n'est pas du tout ravie de la dernière manœuvre de Lisa. C'est une tactique de manipulation classique, m'explique-t-elle au téléphone. Faire de fausses accusations, pour obtenir un moyen de pression dans la procédure de divorce. La bonne nouvelle, c'est que sans preuve, ces affirmations ne tiendront pas au tribunal. Et pour le cambriolage? Il pense que c'est peut-être moi qui l'ai fait. L'avez-vous fait? Bien sûr que non. Alors ne vous en inquiétez pas, concentrez-vous sur le fait de documenter tout ce que fait Lisa à partir de maintenant. Si elle est prête à déposer de faux rapports de police, on ne sait pas ce qu'elle essaiera ensuite. La prédiction de Janet se révèle exacte plus tôt que prévu. Cet après-midi-là, je reçois un appel de mon plus gros client, Henderson Construction. Max, il faut qu'on parle, dit Bob Henderson, le propriétaire de l'entreprise. Il y a des rumeurs qui circulent, dont je dois discuter avec vous. Nous nous rencontrons au bureau de Henderson, un vaste complexe du côté industriel de la ville. Bob est un client depuis 5 ans, et son entreprise représente environ 40% de mon chiffre d'affaires annuel. Max, je vais être franc avec vous, dit Bob, sans s'embarrasser de banalité. J'ai reçu un appel ce matin, de quelqu'un prétendant être votre femme. Elle a dit que vous aviez détourné de l'argent des comptes clients, et que vous faisiez l'objet d'une enquête pour fraude. C'est complètement faux, Bob. Lisa est mon ex-femme, et elle essaie de détruire mon entreprise par dépit. C'est ce que je me suis dit, mais je devais poser la question. Le truc, c'est qu'elle a aussi dit que vous aviez des problèmes de santé mentale, des problèmes d'alcool, un comportement erratique, ce genre de choses. Rien de tout cela n'est vrai non plus. Bob m'observe pendant un long moment. Max, vous faites du bon travail pour nous depuis des années. Mais je ne peux pas laisser ce genre de drame affecter mes projets. Si cette situation avec votre ex-femme ne se résout pas rapidement, je vais devoir trouver un autre entrepreneur. La menace me frappe comme un coup physique. Perdre le contrat de Henderson ruinerait mon entreprise. À quelle vitesse? Fin du mois. Réglez ça, ou nous en avons terminé. Je rentre chez moi hébété, mon esprit passant en revue toutes les implications. Si Lisa peut convaincre Henderson de me laisser tomber, elle peut probablement faire de même avec mes autres clients. Elle ne cherche pas seulement à me récupérer. Elle essaie de me détruire. La voiture de Mia est dans mon allée. Quand j'arrive à la maison, je la trouve dans la cuisine, parcourant une pile de documents juridiques. Comment ça s'est passé avec la police, demande-t-elle. Je lui parle de l'entretien, des allégations de cambriolage, et de l'ultimatum de Bob Henderson. Elle écoute sans m'interrompre, son expression s'assombrissant à chaque détail. Elle monte d'un cran, dit Mia quand j'ai fini. Faux rapport de police, tentative de saboter votre entreprise. Ça devient sérieux. Qu'est-ce que vous pensez que je devrais faire? Contre-attaquer, et fort. Elle étale les documents sur la table de la cuisine. J'ai été très occupé pendant votre absence. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que j'étais détective privé? Eh bien, j'ai enquêté. Le premier document est un relevé bancaire, montrant un compte conjoint dont j'ignorais l'existence. Le compte est au nom de Lisa et de Derek, et il contient plus de 50 000 €. D'où vient cet argent, demandai-je. C'est la partie intéressante. Regardez les dates de dépôt. Je parcours le relevé, et mon sang se glace. Les dépôts correspondent exactement au paiement de mes clients commerciaux. De l'argent qui aurait dû aller sur le compte de mon entreprise. Elle m'a volé. Elle n'a pas fait que voler. Regardez ça. Mia me montre un autre document, une demande de prêt au nom de Lisa. Elle a essayé de contracter une deuxième hypothèque sur votre maison, en utilisant des documents falsifiés. La demande a été rejetée, quand la banque a découvert qu'elle n'était pas sur l'acte de propriété, mais la tentative a été enregistrée. Comment avez-vous obtenu tout ça? Sandra Rudd a été très utile. Apparemment, Derek s'est vanté de son plan auprès d'elle, avant que tout ne s'effondre. Elle rassemble des preuves depuis des mois. Le document suivant me fait trembler les mains. C'est une copie d'un contrat entre l'entreprise de Derek et Henderson Construction, daté d'il y a seulement 2 semaines. Derek prévoyait de voler mon plus gros client, murmurai-je.
Pas prévoyait. Prévoit. Le contrat est toujours actif, même avec Derek en état d'arrestation. Son partenaire commercial, Tom Brennan, honore tous les accords existants. Je fixe les papiers, les pièces d'un puzzle se mettant enfin en place. Tout était planifié. La liaison, l'humiliation publique, tout. Il voulait que j'aie l'air instable, pour que Lisa puisse réclamer l'entreprise lors du divorce. Et quand ça n'a pas marché, ils sont passés au plan B, détruire votre réputation, et voler vos clients directement. Mon téléphone sonne. C'est Janet Dwight. Max, nous avons un problème. Lisa a demandé une ordonnance de restriction d'urgence. Elle affirme que vous la harcelez, et qu'elle craint pour sa sécurité. Sur la base de quelles preuves? Le prétendu cambriolage de son motel. De plus, elle affirme que vous êtes passé en voiture devant son lieu de travail, et que vous la suivez en ville. Je ne sais même pas où elle travaille. Je vous crois, mais nous devons prendre ça au sérieux. Une audience est prévue pour demain matin. Si le juge accorde l'ordonnance de restriction, vous ne pourrez pas vous approcher à moins de 150 mètres de Lisa, ou de tout endroit où elle travaille ou vit. Ce qui inclurait ma propre maison, si elle décide de s'y pointer. Exactement. Max, j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Avez-vous eu le moindre contact avec Lisa, depuis l'incident chez vous? Juste la rencontre au Murphy's Dîner. Et Mia était avec moi tout le temps. Bien. Amenez Mia à l'audience de demain. Son témoignage pourrait être crucial. Après avoir raccroché, Mia et moi restons silencieux pendant plusieurs minutes, absorbant l'ampleur de la campagne de Lisa contre moi. Elle ne s'arrêtera pas, dis-je finalement. Non, elle ne s'arrêtera pas. La question est, allez-vous la laisser gagner? Je regarde les preuves étalées sur ma table, les relevés bancaires, les documents falsifiés, les contrats volés. Pendant 8 ans, j'ai été le mari arrangeant, celui qui évitait les conflits et maintenait la paix. Mais cet homme a disparu. Non, dis-je, d'une voix ferme et froide. Je ne vais pas la laisser faire. Bien, répond Mia, parce que j'ai une idée. L'audience au tribunal du lendemain matin est un désastre pour Lisa. Janet Dwight détruit systématiquement chaque affirmation de la demande d'ordonnance de restriction, en utilisant les preuves rassemblées par Mia, pour démontrer le schéma de tromperie et de fraude de Lisa. Votre honneur, s'adresse Janet au juge. Madame Harper prétend craindre pour sa sécurité, pourtant c'est elle qui s'est engagée dans un comportement criminel. Elle a volé de l'argent de l'entreprise de son mari, a tenté de falsifier des documents. Et a déposé de faux rapports de police. Cette demande d'ordonnance de restriction n'est qu'une énième tentative de manipuler le système judiciaire. L'avocat de Lisa, un homme fatigué qui a clairement pris l'affaire pour de l'argent facile, offre une faible défense, basée entièrement sur le témoignage larmoyant de Lisa. Mais quand Janet présente les relevés bancaires et les documents de prêt falsifiés, son dossier s'effondre. Madame Harper, dit sévèrement le juge. Êtes-vous consciente que déposer de faux rapports de police est un crime? Le visage de Lisa devient livide. Je ne comprends pas. Vous avez affirmé que Monsieur Harper avait cambriolé votre chambre de motel, et laissé des mots de menace. Cependant, les images de sécurité du motel ne montrent personne correspondant à la description de Monsieur Harper, dans les environs cette nuit-là. De plus, Monsieur Harper a un alibi vérifié pour toute la soirée. Mais quelqu'un est entré par effraction. Oui, quelqu'un l'a fait. Et il semble que ce quelqu'un soit vous, Madame Harper. Les images montrent que vous êtes entré et sorti de votre propre chambre à plusieurs reprises, en transportant des sacs et des boîtes. Vous avez mis en scène le cambriolage vous-même. La salle d'audience devient silencieuse. L'avocat de Lisa a l'air de vouloir disparaître dans le plancher. La demande d'ordonnance de restriction est rejetée, poursuit le juge. De plus, je transfère ce dossier au bureau du procureur de district, pour une enquête sur un potentiel parjure, et pour le dépôt de faux rapports. Alors que nous quittons le palais de justice, Lisa essaie de m'approcher sur le parking. Max, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Non, dis-je fermement. C'est inutile. Tu ne comprends pas, je comprends parfaitement. Tu m'as volé, tu as menti à mon sujet, et tu as essayé de détruire mon entreprise. Nous n'avons rien à nous dire. J'étais désespéré. Derek a dit. Derek est en prison, Lisa.
Quoi qu'il t'ait promis, ça ne va pas arriver. Elle commence à pleurer. Mais ce sont des larmes de colère, pas de remords. Tu crois que tu as gagné, mais ce n'est pas le cas. Je trouverai un moyen de te faire payer pour ça. Non, tu ne le feras pas. Parce que tu es fini, Lisa. Tes mensonges ne fonctionnent plus. Tes manigances ont été exposées, et tout le monde peut voir exactement qui tu es. Je m'éloigne, la laissant debout dans le parking. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mais mon soulagement est de courte durée. Cet après-midi-là, je reçois un appel d'un autre client, Riverside Manufacturing. Ils annulent leur contrat, invoquant des inquiétudes concernant la stabilité de mon entreprise. 2 autres clients appellent avant la fin de la journée, avec des messages similaires. Elle continue de passer des appels, dis-je à Mia ce soir-là. Même après ce qui s'est passé au tribunal, elle essaie toujours de détruire mon entreprise. Alors il est temps d'arrêter de jouer en défense, et de commencer à jouer en attaque. Que voulez-vous dire? Mia sourit, et il y a quelque chose de prédateur dans son expression. Je veux dire, il est temps de montrer à Lisa, et à tout le monde, ce qui se passe exactement quand on s'en prend à Max Harper. Elle ouvre son ordinateur portable, et me montre un site web qu'elle a construit. Il s'intitule La vérité sur Lisa Harper, et il contient chaque preuve que nous avons rassemblée, les photos de sa liaison, les relevés bancaires montrant ses vols, les documents judiciaires de l'audience d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas publier ça, dis-je, bien qu'une partie de moi ait envie de voir la réaction de Lisa. Ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est vous. Max, elle détruit votre réputation avec des mensonges et de la manipulation. Ça, c'est juste la vérité. Laissez les gens prendre leurs propres décisions, en se basant sur des faits, au lieu des histoires larmoyantes de Lisa. Je fixe le site web, mon doigt planant au-dessus du bouton de publication. Ce serait si bon d'exposer les mensonges de Lisa, de montrer à tout le monde ce qu'elle a réellement fait. Mais quelque chose me retient. Il doit y avoir un meilleur moyen, dis-je finalement. Peut-être qu'il y en a un. Mais êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut? Je regarde Mia, cette femme qui est devenue ma plus proche alliée, dans la lutte contre la campagne de destruction de mon ex-femme. Il y a 3 mois, j'étais un homme qui évitait les conflits à tout prix. Maintenant, on me demande de faire la guerre à quelqu'un que j'ai aimé autrefois. Ouais, dis-je en refermant l'ordinateur portable. Je crois que je le suis. Parce que parfois, la seule façon d'arrêter un tyran, c'est de frapper 2 fois plus fort. Et Lisa Harper est sur le point d'apprendre cette leçon, à la dure. L'opportunité de me venger se présente plus tôt que prévu, et elle est plus parfaite que tout ce que j'aurais pu planifier. Cela commence par un appel téléphonique de Sandra Rudd, un vendredi matin. La femme de Derek semble épuisée, mais déterminée. Max, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Il va y avoir une réunion de l'association de quartier, mardi prochain, concernant le projet de construction Henderson sur la rue Maple. Lisa a dit aux gens que tu n'étais pas fiable. Et que l'entreprise de Derek devrait obtenir le contrat à la place. Derek est en prison, en attente de son procès. Son partenaire commercial, Tom Brennan, dirige les choses maintenant. Et il répand les mêmes mensonges que ceux de Lisa. Ils essaient de te voler ton contrat, juste sous le nez de tout le quartier. Je sens ma colère monter. Que veux-tu que je fasse? Sois là. Défends-toi. Et Max apporte des preuves. Le centre communautaire de Millbrook Heights n'a pas connu autant d'excitation, depuis le grand scandale de vandalisme des boîtes aux lettres de 2019. Vers 19h ce mardi-là, la salle principale est bondée de voisins, de membres du conseil municipal, et de représentants de Henderson Construction. Je repère Lisa immédiatement. Elle est assise au premier rang, avec Tom Brennan, le partenaire de Derek, chuchotant intensément. Mia et moi prenons place vers l'arrière, notre propre dossier de preuve prêt. J'ai décidé de ne pas publier le site web, mais je ne suis pas au-dessus de l'idée d'utiliser la vérité, quand c'est nécessaire. La réunion commence par les affaires administratives habituelles, mais tout le monde attend l'événement principal. Finalement, le conseiller Roberts appelle à la discussion sur le contrat électrique de Henderson Construction. Tom Brennan se lève le premier. C'est un beau parleur dans la cinquantaine, avec ce genre de sincérité artificielle, qui hurle le vendeur de voitures d'occasion. Mesdames et messieurs, j'apprécie l'opportunité de répondre à vos préoccupations, concernant cet important projet. Comme vous le savez,
mon entreprise sert cette communauté depuis plus de 15 ans, et nous sommes fiers de notre fiabilité et de notre intégrité. Il fait une pause dramatique, laissant ses mots faire leur effet. Malheureusement, nous avons récemment été informés de graves préoccupations concernant l'entrepreneur en électricité actuel, Max Harper. Monsieur Harper a rencontré des difficultés personnelles et professionnelles significatives, qui remettent en question sa capacité à mener à bien ce projet. En toute sécurité et dans les délais. Un murmure parcourt la foule. Je vois plusieurs voisins se retourner vers moi, avec des expressions allant de la curiosité à l'inquiétude. De plus, poursuit Brennan, nous avons des raisons de croire que Monsieur Harper pourrait faire face à des problèmes juridiques et financiers, qui pourraient impacter son travail. Dans l'intérêt de la sécurité de la communauté. Nous recommandons fortement à Henderson Construction de reconsidérer son choix d'entrepreneur en électricité. Lisa se lève ensuite, et mon estomac se noue. Elle est habillée de façon conservatrice, les cheveux tirés en arrière, jouant à la perfection le rôle de la citoyenne inquiète. Je veux commencer par dire à quel point c'est difficile pour moi, commence-t-elle, sa voix tremblante d'une émotion fabriquée. Max Harper est mon mari, et je l'aime tendrement. Mais je ne peux pas rester les bras croisés, et le regarder mettre cette communauté en danger. La foule est désormais totalement silencieuse, pendue à ses lèvres. Max lutte contre l'abus d'alcool et des problèmes de santé mentale, depuis des mois. Il est devenu de plus en plus erratique et violent, au point où j'ai dû demander une protection légale. La semaine dernière encore, il a été interrogé par la police. En lien avec un cambriolage dans ma chambre de motel. Des halètements résonnent dans la salle. Je vois Madame Peterson, du bout de la rue, secouer la tête avec compassion. J'ai essayé de trouver pour Max l'aide dont il a besoin, continue Lisa, les larmes coulant maintenant librement. Mais il refuse de reconnaître ses problèmes. Je suis terrifié à l'idée que son état ne conduise à un accident grave, ou à une blessure sur le chantier. Elle se rassoit sous des applaudissements clairsemés, s'épongeant les yeux avec un mouchoir. Tom Brennan hoche la tête avec approbation, et se prépare à parler à nouveau. C'est à ce moment-là que je me lève. Point de procédure, lancez-je, ma voix portant clairement à travers la salle. Le conseiller Roberts a l'air surpris. Monsieur Harper, vous souhaitez répondre? Absolument. Je m'avance vers l'avant de la pièce, pleinement conscient de chaque regard suivant mes mouvements. Le visage de Lisa est devenu pâle, mais elle essaie de maintenir sa façade posée. Mesdames et messieurs, vous venez d'entendre des accusations très graves à mon encontre. Je pense qu'il n'est que justice, que vous entendiez la vérité, avant de prendre la moindre décision. Je me tourne pour faire face à Lisa directement. Lisa, tu as dit que j'étais ton mari que tu aimais tendrement. C'est intéressant, parce qu'il y a 3 mois, tu m'as vendu à une inconnue pour 100 €, lors de notre barbecue de quartier. Un murmure choqué parcourt la foule. Plusieurs personnes sortent leur téléphone. Apparemment, certains d'entre eux ont encore la vidéo de cette nuit-là. Tu as également mentionné avoir demandé une protection légale contre moi. Ce que tu n'as pas mentionné, c'est que ta demande d'ordonnance de restriction a été rejetée hier, lorsqu'un juge a déterminé que tu avais mis en scène un cambriolage dans ta propre chambre de motel, pour me piéger. Lisa bondit sur ses pieds. Ce n'est pas vrai. Je sors une copie de l'ordonnance du tribunal, et je l'attends au conseiller Roberts. La décision du juge est un document public. Il a également transféré ton dossier au procureur, pour une enquête sur un parjure et des faux rapports. La salle éclate en chuchotements. Le visage de Lisa est maintenant rouge vif, son calme si bien étudié en train de se fissurer. Vous voulez parler d'abus d'alcool et de problèmes de santé mentale, je continue. Parlons du fait que tu as une liaison avec Derek Rude, depuis 6 mois, prévoyant de voler mon entreprise et de me laisser sans rien. Tom Brennan essaie de m'interrompre. C'est une affaire personnelle, qui n'a aucune incidence. En fait, ça a une incidence totale sur cette discussion. Je me tourne pour m'adresser à la foule. Vous voyez, Derek Rude et son partenaire commercial, Tom Brennan, ont systématiquement essayé de me voler mes clients, en répandant des mensonges sur mon état mental et ma compétence professionnelle. Ils ont convaincu ma femme de les aider, en créant des scènes publiques, conçues pour me faire paraître instable. Je sors les relevés bancaires que Mia a trouvés. Ils ont également convaincu Lisa de voler l'argent des comptes de mon entreprise, plus de 50 000 €, qui était censé servir à honorer mes contrats actuels. La foule est complètement silencieuse maintenant,
fasciné par le drame qui se déroule. Mais voici la partie la plus intéressante, je continue, ma voix gagnant en assurance. Tom, vous avez mentionné les 15 années de service de votre entreprise à cette communauté. Ce que vous n'avez pas mentionné, c'est que votre entreprise fait actuellement l'objet d'une enquête pour fraude, complot et évasion fiscale. Votre partenaire commercial, Derek Rudd, a été arrêté il y a 3 semaines, sous 23 chefs d'inculpation criminelle. Le visage de Tom Brennan devient cendré. Ces accusations n'ont rien à voir avec nos opérations actuelles. Vraiment? Parce que selon le bureau du procureur, l'enquête inclut un système méthodique pour gonfler la valeur des propriétés et verser des pots de vin à des entrepreneurs. Le genre d'entrepreneur qui pourrait travailler sur des projets comme le développement de la rue Maple. Je peux voir Bob Henderson dans la foule, le visage sombre. Il entend clairement certaines de ces informations pour la première fois. Alors, résumons, dis-je, en me tournant de nouveau vers Lisa. Vous demandez à cette communauté de faire confiance à la parole d'une femme qui a trompé son mari, volé son entreprise et déposé de faux rapports de police. Et à une entreprise dont les dirigeants risquent des décennies de prison fédérale pour fraude. Le sang-froid de Lisa craque finalement pour de bon. Espèce de salaud, hurle-t-elle, en se jetant sur moi. Tu as tout gâché. 2 hommes dans le public l'attrapent avant qu'elle ne m'atteigne, mais elle continue de se débattre et de hurler. Tout est de ta faute. Derek a dit que tu ne te battrais jamais. Il a dit que tu étais trop faible. Cet aveu plane dans l'air, comme l'arme du crime encore fumante. Même Tom Brennan a l'air horrifié par l'explosion de Lisa. Je pense que nous en avons assez entendu, déclare le conseiller Roberts, en frappant de son marteau pour ramener l'ordre. Monsieur Harper, avez-vous des commentaires finaux? Je regarde la foule de voisins, dont beaucoup me connaissent depuis des années. Certains ont l'air choqués, d'autres compatissants, mais la plupart semblent juste confus par les révélations de la soirée. Je veux juste dire que je vis dans ce quartier depuis 8 ans. J'ai câblé la moitié des maisons de cette rue, j'ai aidé lors des collectes de fonds pour l'école, et j'ai essayé d'être un bon voisin. Je ne suis pas parfait. Mais je n'ai jamais menti, à aucun d'entre vous. Je jette un coup d'œil à Lisa, qui est maintenant assise sur sa chaise, en pleurs, pendant que Tom Brennan essaie de la calmer. Je ne peux pas contrôler ce que mon ex-femme choisit de faire, ou de dire à mon sujet. Mais je peux contrôler mes propres actions. Et je vous promets, que tout travail que je ferai dans cette communauté, sera fait avec la même intégrité et le même professionnalisme, que j'ai toujours maintenu. Je me rassois, sous des applaudissements épars. Bob Henderson se lève, et s'adresse à la foule. Je travaille avec Max Harper depuis 5 ans, dit-il. Son travail a toujours été excellent, et il ne m'a jamais donné aucune raison de douter de son professionnalisme. Sur la base de ce que j'ai entendu ce soir, je suis convaincu que Harper Electric est le bon choix pour ce projet. La réunion se termine peu après, mais le drame n'est pas terminé. Alors que les gens sortent du centre communautaire, je suis approché par plusieurs voisins, qui veulent s'excuser d'avoir cru au mensonge de Lisa. Madame Peterson, la dame âgée qui vit 3 maisons plus bas, est particulièrement contrite. Max, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait vraiment. Cette pauvre fille avait l'air si sincère. C'est bon, Madame Peterson. Lisa peut être très convaincante, quand elle le veut. Eh bien, elle ne convaincra plus personne par ici. Pas après ce soir. Alors que la foule se disperse, je me retrouve face à face avec Lisa, pour une dernière fois. Elle a arrêté de pleurer, mais son maquillage est ruiné, et sa façade si soigneusement construite est en ruine. J'espère que tu es content, dit-elle amèrement. Tu m'as détruite. Non, Lisa, tu t'es détruite toute seule. Je me suis juste assuré que tout le monde puisse le voir. Derek avait raison sur ton compte. Tu es faible. Tu es pathétique, et faible, et je suis aussi l'homme qui vient d'exposer tes mensonges devant tout le quartier, je l'interromps. L'homme qui garde sa maison, son entreprise, et son respect de lui-même. Pendant que tu fais face à des accusations criminelles, et que tu n'as nulle part où aller. Elle me dévisage pendant un long moment, et je peux voir l'instant précis où elle réalise que sa campagne contre moi a totalement échoué. Ce n'est pas fini, murmure-t-elle. Si, ça l'est. Je m'éloigne, la laissant seule dans le centre communautaire presque vide. Mia m'attend sur le parking, appuyée contre sa voiture avec un sourire satisfait.
comment vous sentez-vous, demande-t-elle. Comme si je pouvais à nouveau respirer. Tant mieux. Parce que vous venez juste de gagner. Elle a raison. En l'espace d'une soirée, j'ai récupéré ma réputation, sécurisé mes contrats commerciaux, et exposé les mensonges de Lisa à tous ceux qui comptent. Mais plus que ça, je me suis récupéré moi-même. Que se passe-t-il maintenant, demandai-je. Maintenant, vous rentrez chez vous, vous gérez votre entreprise, et vous vivez votre vie. Lisa est finie dans cette ville. L'entreprise de Tom Brennan aura de la chance de survivre à l'enquête pour fraude. Et vous, vous pouvez recommencer à zéro. Et vous? Mia sourit. Eh bien, Sandra Rudd m'a payé pour enquêter sur la liaison de son mari. Mission accomplie. Mais je songeais à rester en ville, peut-être ouvrir un bureau local. Ça me plairait beaucoup. Vraiment? Même après tout ce qui s'est passé? Je réfléchis sérieusement à la question. Il y a 3 mois, j'étais un homme piégé dans un mariage sans amour, trop effrayé par les conflits pour me défendre. Ce soir, j'ai affronté les mensonges de mon ex-femme, et j'ai gagné de manière décisive. La transformation a été douloureuse, mais nécessaire. Surtout après tout ce qui s'est passé, dis-je finalement. 6 mois plus tard, je me tiens à nouveau dans mon jardin. Mais cette fois-ci, le rassemblement est très différent. C'est une pendaison de crémaillère pour Mia, qui a acheté la maison de l'autre côté de la rue. Les mêmes voisins qui ont été témoins de la crise de Lisa sont présents, mais l'atmosphère est complètement différente. Chaleureuse, sincère, bienveillante. Gus s'approche avec 2 bières. C'est un truc de fou, non? Il y a 6 mois, ta femme te vendait pour 100 balles. Et regarde-toi maintenant. J'accepte la bière, et j'observe mon jardin. L'entreprise est florissante. Bob Henderson m'a recommandé à 3 autres entrepreneurs, et ma liste de clients a doublé. Le divorce a été finalisé le mois dernier, Lisa n'obtenant rien d'autre que ses effets personnels. Elle a quitté la ville peu après la réunion au centre communautaire, et je n'ai plus eu de ses nouvelles depuis. Derek a été condamné à 12 ans dans une prison fédérale. L'entreprise de Tom Brennan a fait faillite pendant l'enquête pour fraude. Sandra Rudd a obtenu un généreux règlement de divorce, et a lancé sa propre entreprise immobilière avec succès. Tu sais quelle est la meilleure partie, poursuit Gus. Tu es vraiment heureux, maintenant. Je ne t'ai pas vu sourire autant, depuis avant ton mariage. Il a raison. La tension constante, le fait de marcher sur des œufs, le sentiment de ne jamais être à la hauteur. Tout cela a disparu. Je dors mieux, je travaille avec une énergie renouvelée, et j'apprécie vraiment ma vie à nouveau. Mia apparaît à mes côtés, portant une assiette de nourriture. À quoi pensez-vous? Je pensais juste à tout ce qui a changé. Des regrets. J'envisage sérieusement la question. Les 6 derniers mois ont été les plus difficiles de ma vie, mais ils ont aussi été les plus libérateurs. Un seul, dis-je finalement. Je regrette d'avoir mis si longtemps, à comprendre ce que je valais réellement. Mia lève sa bière pour trinquer. Et qu'est-ce que c'est? Je cogne ma bouteille contre la sienne, et je souris. Sacrément plus que 100 balles et un hamburger. Les rires qui suivent sont sincères et chaleureux. Le son de personnes qui s'apprécient et se respectent réellement. C'est le genre de rire que je n'avais pas entendu depuis des années, et c'est comme rentrer à la maison. Alors que le soleil se couche sur Millbrook Heights, je réalise que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre l'appareil. C'est d'aller mieux. Et je ne me suis jamais senti aussi bien, de toute ma vie.